Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en cette 4e édition de la rentrée du Digital Learning. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur un thème qui nous est cher autour de la performance et de l'entretien de performance. Quelques informations aussi avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, puis ça laisse le temps aux uns et aux autres de nous rejoindre. On est ravis effectivement de cette rentrée du Digital Learning et vous avez encore de la chance puisque vous avez encore 2 webinaires demain auxquels vous pouvez vous connecter et vous inscrire encore. On vous propose demain mercredi à 11h une thématique autour de l'anglais. Pourquoi l'anglais scolaire ne suffit plus? Et c'est Stéphanie Beaufort qui est Content Partnership Director chez Adflex qui va recevoir Karim Mabrouk, Business Development Executive chez LearnLight. Donc, ils vont vous partager beaucoup d'informations sur le sujet. Et à 14h, Clément Mélin, notre CEO, recevra Jean-Roch Houlier, Head of Operation L&D chez Safran et Nick Hernandez, CEO de 360 Learning, pour échanger sur l'IA, les questions que vous vous posez sur son rôle dans l'avenir de la formation. Donc voilà, 2 nouveaux rendez-vous à ne pas manquer, auxquels on vous invite évidemment à vous inscrire nombreux pour pouvoir comprendre un petit peu les enjeux autour de ces thématiques. Alors, avant de commencer aussi à rentrer dans le vif du sujet, c'est l'objectif pour nous et pour moi, Clotilde et Étienne, de vous en dire un peu plus sur qui on est. Et je vais évidemment laisser ensuite Clotilde et Étienne se présenter. Quelques mots sur Adflex pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Nous, notre mission et notre ADN, finalement, c'est de rendre la formation accessible à tous. Et pour ça, on accompagne les entreprises dans leur transformation et dans leur projet de transformation en permettant à leurs collaborateurs d'accéder au bon contenu, au bon moment, au bon endroit pour avoir les bonnes compétences tout au long de leur parcours de carrière. Voilà, pour faire très simple. Et on a une centaine de collaborateurs répartis à Paris, Nantes, Milan et Londres qui accompagnent nos clients au quotidien pour leur permettre vraiment de continuer dans leur projet et d'être les plus performants possibles, encore une fois, avec des bonnes compétences. Et donc, on est très fiers d'accompagner plus d'1,5 million d'utilisateurs et en tout cas d'apprenants au quotidien. Voilà quelques mots sur Adflex pour que vous sachiez aussi qui nous sommes. J'ai une bonne nouvelle pour ce webinaire, puisque vous le savez peut-être, le 10 octobre prochain, on organise avec un partenariat avec Juliette Sterwen, l'Open Education Night, qui est l'événement formation, learning et development à ne pas rater. Et on vous propose et on va vous permettre aujourd'hui de gagner votre place pour cette soirée au milieu de l'ensemble des grands acteurs du secteur L&D. Il y aura beaucoup de surprises. Donc, voilà, je vous invite à tenter votre chance puisqu'il y aura des tirages au sort qui seront effectués parmi les participants au chat des différents webinaires. Donc, ça me permet de vous dire de participer, de poser des questions, toutes les questions que vous avez. On y répondra évidemment avec Clotilde et Étienne en fin de webinaire, voilà, pour essayer d'apporter notre éclairage sur le sujet et sur la thématique du jour. On y vient. Cette thématique, c'est finalement comment bien comprendre vos collaborateurs et leurs attentes dans le cadre des entretiens de performance. Et donc, je vous le disais, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de 2 experts qui vont essayer de répondre à cette question difficile. Bienvenue donc Clotilde et Étienne. Je vous laisse vous présenter et nous dire un peu qui vous êtes. Donc Clotilde, à toi la main. Bonjour à tous, ravie d'être là. Donc moi, je suis la Head of People France de la société Talent. Et je pense qu'on peut passer sur la slide d'après pour vous donner quelques chiffres pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Talent, c'est une entreprise de 300 salariés aujourd'hui. On a 3 outils principaux que vous connaissez peut-être, Recruity, Kiwi et Javelot. Et avec tous ces produits, on a donc plus de 7000 clients, on a plus de 500 000 utilisateurs et 20 millions de candidatures envoyées avec notre ATS, par exemple. Et donc, tous ces clients sont répartis dans plus de 100 pays avec plus de 500 partenaires. Super, merci beaucoup. Étienne, je te laisse te présenter et en même temps, tu vas pouvoir lancer aussi l'étincelle. Parfait, merci Carole, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Étienne Agenot, moi je suis le directeur général associé de l'Étincelle RH. L'Étincelle RH, on est un cabinet de recrutement, de conseil et de formation
On est 17 collaborateurs, on a un petit cabinet, mais on accompagne les PME, les ETI et les grands groupes sur tous leurs enjeux d'attractivité. Ça fait plus de 14 ans qu'on existe avec un ADN fort autour de la psychologie du travail, qui nous permet d'accompagner aussi les organisations sur tous les enjeux d'évaluation, d'assessment, pour accompagner les évolutions et les mobilités internes. Super. Eh bien, merci. Merci à tous les deux. Vous allez effectivement nous apporter votre regard aujourd'hui. Et puis, je viendrai compléter aussi les propos, puisque moi, je suis VP People et Impact chez Headflex. J'accompagne toute la structuration RH et la dimension Impact. Et puis, j'ai une expérience de plus de 15 ans sur des fonctions de développement RH dans des grands groupes et plutôt environnements internationaux. Donc, ce sera aussi intéressant de pouvoir confronter nos points de vue sur le sujet. Le sujet, on y vient enfin. Entretien de performance, comment bien comprendre vos salariés et leurs attentes. Et on vous propose de commencer tout de suite par finalement un sondage. De quoi on parle quand on parle de ces entretiens de performance, entretien de performance ou entretien de développement, les deux. Quel est votre avis sur le sujet? Allez-y, on vous laisse prendre le temps de voter dans le sondage qui est sur le côté de votre écran. Alors, quel est votre avis? A priori, ça a l'air unanime sur le sujet. Les deux, mon capitaine. Alors, Clotilde, qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur le sujet? Entretien de performance ou entretien de développement? Est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que les deux sont intimement liés? Qu'est-ce que tu voudrais partager là-dessus? Ouais, donc je pense qu'on est tous alignés pour que ce soit les deux. Les deux sont intimement liés. Pour moi, l'entretien annuel, c'est l'essentiel ou la première partie, c'est un entretien de performance pour faire une image de la performance passée, pour bien comprendre ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Mais surtout, le plus important, c'est de passer ensuite au développement parce qu'on va servir du coup de cette image sur la performance pour définir les axes de développement de son collaborateur. Les deux parties sont essentielles, parce qu'évidemment, elles sont hyper attendues côté manager et collaborateur. Mais une fois qu'on a parlé de la performance passée, l'enjeu, c'est vraiment de passer le plus de temps, je pense, sur la partie développement, parce que c'est ça qui va être intéressant, c'est comment on se développe, comment on améliore les choses, comment on améliore la relation entre collaborateur et manager, enfin, comment on développe, du coup, en tant que collaborateur, mais aussi en tant que manager. Super, donc effectivement, le lien de l'un à l'autre. Étienne, toi, là-dessus, un avis sur le sujet? Je pense qu'on va être assez alignés, mais après, ça dépend. En tout cas, je pense que c'est un choix d'organisation, de culture, de ce qu'on veut faire de l'entretien. Derrière, l'entretien de performance, où on serait uniquement sur le regard des objectifs, de la maîtrise du job, ok, c'est intéressant, mais finalement, ce qui m'intéresse moi en tant que collaborateur, c'est ok de comprendre où j'ai performé, mais pourquoi j'ai performé, comment je peux mieux performer demain, et puis comment je peux me développer en termes de compétences pour finalement faire mieux, et puis aussi mettre en œuvre mes trajectoires, mes parcours professionnels. Donc cette notion de développement, elle est finalement pour moi majoritaire. Bien sûr, elle s'appuie sur la bonne évaluation de la performance, parce qu'il faut savoir d'où on part, mais pour aussi poser une trajectoire, poser une ambition par rapport à ça. Et puis après, sur la partie de performance, il y a toujours, je crois, la difficulté dans les organisations, en fonction de comment sont faits les entretiens, mail, papier, informatique ou pas, de se dire, voilà, je pars de quoi, mes objectifs individuels, collectifs, de quel, enfin, voilà, l'enjeu de performance est déjà un enjeu fort d'avoir une visibilité claire, finalement, sur quoi j'évalue, parce que l'enjeu, c'est d'être aussi très objectif sur ce qui va me permettre de définir ma trajectoire et de définir les actions de développement qu'on va mettre en place derrière. Donc, les deux, mon capitaine, mais avec un volet fort sur la partie développement. Ouais. Effectivement, merci. Merci effectivement pour compléter. Bon, moi, je partage aussi votre avis sur le sujet. Les deux sont intimement liés, c'est une évidence. Mais tout l'enjeu, c'est effectivement de comment est-ce que derrière, on arrive à le faire vivre et à l'animer au quotidien, parce que ça s'inscrit vraiment dans un cycle global de développement au sein de l'entreprise et pour le développement de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est un élément aussi extrêmement important de se dire que on le fait bien sûr pour le collaborateur, mais dans une relation gagnant-gagnant aussi avec l'entreprise. C'est un élément clé. Donc, première question, plutôt alignée en tout cas, entretien de performance et entretien de développement, c'est la continuité et les deux sont évidemment essentiels. Et donc, la question que l'on voit souvent et qui fait aussi et crée de nombreux débats, l'entretien annuel finalement est-il
indispensable? Est-ce qu'il doit être annuel? Est-ce qu'il doit s'arrêter? Sinon, potentiellement, quels sont les rituels? Là aussi, question débat sur le sujet. Clotilde, ton avis? Oui, donc en effet, il y a eu beaucoup de débats autour de l'entretien annuel. Je pense qu'il y a eu une époque où on faisait l'entretien annuel sans y réfléchir parce qu'il fallait faire l'entretien annuel. Et là, ça fait quand même quelques années qu'on se pose vraiment la question de qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est moins, etc. Je pense que l'entretien annuel, c'est une vraie base quand on n'a rien qui est mis en place parce que ça reste un moment hyper privilégié pour le collaborateur et pour le manager pour sortir la tête du guidon, pour justement faire une passe sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui s'est moins bien passé et avoir tous les accès de développement dont on se parlait tout à l'heure. Mais on questionne, je pense, la fréquence de cet entretien parce qu'on a tous des années chargées. Globalement, je ne pense pas qu'on puisse dire que les objectifs qu'on a définis en début d'année soient encore les mêmes en fin d'année. Donc, pour moi, c'est un indispensable, c'est plutôt une base, mais il s'est passé 1000 choses. Et en plus, si on fait qu'un seul entretien annuel, on va souvent avoir le biais de se souvenir des 3 derniers mois. Et donc, du coup, ça peut être frustrant pour les collaborateurs si il s'est passé des choses dans la vie perso, je ne sais quoi. Enfin bref, ils ont eu des difficultés à ce moment-là et pour autant, c'était quand même une très belle année. Donc, on se questionne, à mon avis, pour moi, c'est une base, un indispensable dans la base, mais ça peut être repensé autour des rituels au global. Ok. Étienne, ton avis, toi? Ouais, je sais pas, je sais pas dans le chat si les gens veulent interagir pour savoir qui a supprimé l'entretien annuel ou pas et qui est passé sur des entretiens mensuels, bimensuels, trimestriels. Mais en tout cas, moi, à la fois en tant que collaborateur, je suis attaché à l'entretien annuel, même si pour moi, en effet, ça ne devrait pas être mon seul entretien. Si c'est mon seul entretien dans l'année où je découvre tout et on fait le point sur tout, ça n'a aucun sens et c'est inutile. Par contre, je trouve que on est de plus en plus dans une culture de l'immédiateté dans les organisations, dans l'ultra-personnalisation. Et le fait d'avoir un entretien annuel, c'est aussi de prendre un temps de recul nécessaire dans l'organisation pour sortir de cette vision très court-termiste et très liée à l'opérationnel du moment. Par contre, ça vient en complément pour moi d'entretiens plus réguliers, de rituels managériaux. Et tout ce qui se passe en entretien annuel, finalement, je découvre rien, logiquement. C'est juste la continuité qui me permet de prendre le temps, de prendre ce recul, finalement de faire la synthèse de tout ce qu'on a pu dire dans l'année, de réajuster les choses et d'avoir ce recul plus global. Développer des compétences, accompagner les collaborateurs dans leur développement, ça demande du temps et on ne peut pas tout traiter dans l'immédiateté. Et donc je trouve que c'est cette logique d'annuel aussi, elle permet de prendre ce temps de recul nécessaire à condition qu'il y ait d'autres rituels dans l'année, que l'entretien soit peut-être aussi fait à mi-année pour qu'on prenne ce temps de recul important. Mais en tout cas, moi, je suis attaché à ce moment annuel, à condition qu'il y ait eu d'autres rituels, qu'il y ait un rythme qui soit mis en place avec les managers et que ça vienne en complément, en tout cas, prendre ce temps de recul nécessaire pour sortir aussi de cette culture de l'immédiateté où on veut tout maintenant de manière assez immédiate, y compris dans notre développement personnel, alors qu'il y a des choses qui demandent du temps. Et l'évolution professionnelle, la montée en compétences, tout se fait pas de manière ultra rapide. Donc, c'est aussi prendre ce temps nécessaire. Exactement. Merci pour ces partages qui sont hyper intéressants. Je pense que je vous rejoins. Je pense que cette notion d'entretien annuel, c'est quand même un fondement. Voilà, c'est vraiment le socle qui permet de prendre ce temps-là, de se poser. Et moi, j'ai souvent entendu aussi parfois des collaborateurs et des managers me dire non, mais moi, c'est bon, on se voit tous les jours, en fait. Donc, je n'ai pas besoin de faire un entretien annuel. Eh bien, si, parce qu'en fait, on ne se dit pas les mêmes choses. On ne se dit pas les mêmes choses dans un entretien annuel versus les échanges du quotidien. Donc, oui, je pense que c'est un indispensable. Mais oui aussi, je pense que ça s'accompagne de différents rituels. Et à titre d'exemple, chez Headflex, on a mis en place cette année la meilleure review, en tout cas l'entretien de mi-année, pour au moins ponctuer une fois dans l'année le suivi de la performance, donc des objectifs, mais aussi le suivi du développement des compétences. Donc voilà, ça permet déjà d'instaurer quelques rituels et on y reviendra justement sur ces différents rituels. Donc, on se l'est dit, entretien annuel, performance, développement, on est OK. Et finalement, on a un peu répondu déjà à la question de indispensable pour qui. Mais Étienne, voilà, c'était intéressant d'avoir ton avis. C'est un peu ce que tu disais. Moi, en tant que collaborateur, j'ai toujours été attachée à ce moment. Mais finalement, voilà, pourquoi ?
Ouais, je pense enfin, le risque qu'on a, et moi j'ai eu, je pense, enfin voilà, parfois dans les organisations passées, quand j'étais sur des fonctions de DRH aussi, on déploie des campagnes d'entretien annuel, on construit, les RH construisent le petit formulaire, on est content de notre formulaire, mais finalement on l'a construit en chambre, dans notre coin, pour nous. On est content parce que ça s'inscrit dans notre processus RH, donc on remonte les infos dont on a besoin. Mais en fait, l'enjeu, c'est que c'est pour moi aussi avant tout à la fois un outil managérial et un outil pour le collaborateur. L'entretien, il ne peut vivre que s'il répond à leurs besoins et leurs attentes. Et je trouve que on oublie parfois de se poser la question, de se dire, OK, mais moi, en tant que collaborateur, qu'est-ce que j'attends de l'entretien annuel? Qu'est-ce que je veux voir dedans? Qu'est-ce qui est important? Moi, manager, de quoi j'ai besoin? Parce qu'on le voit bien, quand les managers, ils vivent l'entretien annuel comme une simple obligation de process. J'ai mon RH qui me court après, qui va me taper sur les doigts si j'ai pas fait mes entretiens annuels. Donc, je vais lui remplir son petit tableau, je vais lui remplir ses cases. Et en fait, derrière, il se passe rien. Et donc, en fait, l'enjeu pour moi, c'est à la fois moi en tant que collaborateur que cet entretien annuel, il m'apporte des choses dans le sens où je vais pouvoir exprimer aussi des attentes, des envies. Je vais pouvoir avoir des feedbacks de mon manager. Je vais pouvoir aussi projeter mes envies, mes aspirations. Et donc, derrière, pouvoir mettre en place des actions. Et puis, en tant que manager, ça me permet d'animer mon équipe aussi, de prendre ce temps de recul nécessaire, comme on l'évoquait. Donc, indispensable pour collaborateurs, pour le manager, pour les RH. Mais surtout, si j'avais un message à faire passer côté RH, pour l'avoir fait parfois de cette façon-là, et avec du recul, c'est pas la bonne façon de le faire, mais ne construisez pas vos formulaires dans votre coin. En fait, associez manager collaborateur et faites des entretiens qui répondent aussi à leurs attentes et pas uniquement soit au cadre réglementaire, soit à des processus RH. Ouais, je pense que c'est un bon point et je pense qu'il y a aussi un enjeu de bien former, enfin en tout cas de bien communiquer les managers et les collaborateurs sur pourquoi on fait l'entretien annuel et à quoi ça va servir. Parce que si les managers n'y voient pas d'intérêt et ne voient juste un process RH, comme tu disais, Étienne, le risque, c'est qu'ils le fassent au coin d'une table entre deux réunions. Et donc, en fait, ça enlève toutes les attentes du collaborateur qui est souvent déçu, parce qu'en général, quand on parle de lui, on a bien préparé. Et quelquefois, c'est le manager qui ne prend pas le temps de préparer. Donc, et si on le fait mal une année, on a du mal à dire l'année d'après que ça va être c'est un exercice qui est pertinent et qui est important. Donc, pour moi aussi, il y a un enjeu pour garder ce côté indispensable et pertinent. Donc, évidemment, de le construire avec les besoins de chacun, mais aussi d'expliquer vraiment quel est l'intérêt pour chacune des parties. Ouais, en termes de communication. Et vous, chez Talent, peut-être une bonne pratique en termes de communication sur l'entretien annuel auprès des managers et ou des collaborateurs? Ouais, ça pour le coup, nous, les trames d'entretien, on les co-construit avec principalement les managers, moins les collaborateurs pour le coup. Mais c'est une étape qui est hyper importante. Aussi, donc, notre outil Javelot qui permet de mettre en place ce genre d'entretien dans des entreprises. On se rend compte que quelquefois, nos clients nous disent que aussi l'intérêt de le préparer avec les managers, c'est qu'ils vont avoir moins tendance à se plaindre si jamais il est trop long, si jamais il est ceci, si jamais il est cela. Parce qu'en fait, ils l'ont fait et ils ont ajouté ces questions parce qu'elles leur semblaient pertinentes. Alors oui, sur le coup, ça prend un peu plus de temps, mais pour autant, ça a de la vraie valeur et on l'a pensé ensemble au début. Donc, pour moi, c'est un point qui est vraiment essentiel de travailler comme ça. Et aussi, toujours dans une optique d'amélioration continue, de demander aussi après coup qu'est-ce qui a servi, qu'est-ce qui a moins servi et prendre le feedback pour s'assurer d'avoir le rituel le plus pertinent possible. Ouais, pour compléter ce que tu dis, Clotilde, je trouve que en fait, des formulaires d'entretien annuel, on peut en voir plein de manière différente dans plein d'organisations. Et qu'en fait, parce que certains vont y mettre aussi des questions de qualité de vie au travail, certains vont avoir différents axes. Donc, en fait, c'est important que ce soit aussi très empreint de la culture finalement de l'organisation. Est-ce que dedans, on vient mettre des évaluations sur aussi les compétences en lien avec les valeurs? Est-ce qu'on vient jusqu'où on va dans la partie développement des compétences, dans ce qu'on veut mettre dans l'entretien? Et donc, le construire en effet avec manager, collaborateur, mais aussi très ancré par rapport à ma réalité à moi, c'est juste essentiel parce que voilà, on a parfois tendance, on reprend des formulaires qui peuvent exister, on dit tiens, je vais reprendre ce formulaire-là, il est bien fait. Mais si on ne se pose pas la question de quoi moi j'ai besoin dans mon organisation et qu'est-ce qui correspond à ma culture, en fait, le sentiment d'utilité ou de cohérence du questionnaire va pas être vu de la bonne façon ou de manière maximum par les collaborateurs parce que ce sera en décalage. Effectivement, la co-construction, c'est quand même un élément fondamental dans la réussite de ce processus. Et on parlait de communication tout à l'heure, Clotilde, et je me permets de compléter là-dessus. En termes de bonnes pratiques, nous, on a fait ça aussi avant le lancement de la campagne, en tout cas de faire
vraiment des communications dédiées pour les managers sur pourquoi c'est important de faire cet entretien annuel, à quoi il sert, à quoi il va vous servir en fait en tant que manager et comment vous devez faire, c'est quoi les bonnes pratiques. Parce que là aussi, on a souvent des managers qui disent non, mais c'est bon, moi je l'ai déjà fait, donc je sais faire. Sans doute, et tant mieux, mais c'est bien aussi parfois de se rappeler les bonnes pratiques et de faire aussi une communication aux collaborateurs sur, là aussi, à quoi ça sert, pourquoi il faut le préparer, comment il faut le préparer, et pourquoi est-ce que c'est important de prendre ce temps-là. Donc voilà, on a fait une petite digression sur le sujet, mais c'est important aussi de partager des bonnes pratiques vraiment sur cet entretien. Donc, on poursuit parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, finalement, c'est mais qu'est-ce que les collaborateurs attendent de cet entretien de performance? Alors, voilà, appelons-le entretien de performance, de développement / entretien annuel, en tout cas qui regroupe ces différentes thématiques. Qu'est-ce qu'ils attendent, les collaborateurs? C'est quand même la question à laquelle on a essayé de répondre. On a quelques chiffres clés à vous partager. Et donc, premier point, plus d'objectivité. Clotilde, on te laisse commenter ces résultats d'une étude menée par Talent. C'est ça, étude menée avec OpinionWay. Le plus d'objectivité est un point qui est vraiment un point insistant des collaborateurs parce que quand on lit les réponses, il peut se dégager une certaine frustration de recevoir des feedbacks négatifs qui ne sont pas justifiés, que les collaborateurs ne comprennent pas. Et c'est vrai qu'en tant que RH, ça m'est déjà arrivé d'avoir des managers qui me disent « Je sais qu'il faut que je lui fasse ce feedback, j'ai la sensation de ça, etc. » Mais en fait, évidemment, l'année est tellement longue qu'on ne se souvient plus exactement d'un exemple précis. Et ça, vraiment, c'est ça crée que de la frustration avec les collaborateurs. Donc, il y a un vrai enjeu de faire des feedbacks structurés. Il y a plein de méthodes pour faire des feedbacks, mais en tout cas, je pense que toutes ces méthodes-là, on met la même chose, c'est d'avoir des feedbacks le plus objectifs possible et le plus clair possible pour que ce soit le plus compréhensible pour la personne qui les reçoit. Et de la même façon, pareil, un tiers des collaborateurs estiment ne pas être évalués sur des critères objectifs. Je pense que c'est un point qui est essentiel de définir sur quoi la personne va être évaluée, parce que quelquefois, on passe beaucoup de temps à créer ces rituels et un peu moins de temps à se dire, OK, quelles sont les compétences sur lesquelles on t'attend, quels sont les éléments de développement, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je t'attends sur quoi je t'attends la prochaine fois. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel de définir qu'est-ce qui va être évalué en amont, évidemment, le communiquer à son salarié et évidemment, on n'attend pas l'entretien annuel, on fait des feedbacks en cours d'année pour voir comment il peut évoluer là-dessus. Mais l'idée, c'est que chacun, en tout cas, sache sur quoi il va être évalué lors de ces entretiens annuels. Et forcément, quand on sait sur quoi on va être évalué, qu'on a reçu du feedback pendant l'année, à mon sens, c'est beaucoup moins stressant que d'avoir un entretien où tout est vague. Et donc, du coup, ça peut créer du stress chez les collaborateurs. Et puis, ça crée aussi finalement souvent un manque de reconnaissance. C'est-à-dire que le collaborateur peut se dire, mais finalement, si mon manager a pris si peu de temps pour préparer ou si peu de temps pour retracer les éléments qui constituent mon année, quel est le niveau de considération de mon travail et quel est le niveau de considération de ma personne. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui est extrêmement important. Donc, premier point, en tout cas, première attente, plus d'objectivité. Étienne, tu voulais commenter sur ce chiffre? Tu avais un point à partager? Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait d'accompagner, de former les managers, fixer des objectifs, évaluer, ça s'apprend. Et en fait, ça s'accompagne. Et en fait, que ce soit l'entretien annuel ou pas, on est finalement sur des basiques du management, qui est de se dire sur quoi j'évalue mon collaborateur, sur quels critères, et comment, en effet, je fais la différence entre ma part de subjectivité, ma vision des 3 derniers mois qui n'est pas le reflet complet de l'année, et qui fait que je vais porter un regard qui est pas juste sur le sujet. Donc, la question de qu'est-ce qu'on attend de nos collaborateurs, finalement, elle est fondamentale avant les entretiens annuels. C'est-à-dire que si on n'a pas posé une vision claire de qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qui fait que je peux dire qu'un collaborateur est au rendez-vous, au niveau, maîtrise son job, si je ne sais pas le dire ou que ça repose sur les éléments subjectifs, forcément mon entretien annuel qui va arriver derrière va être compliqué parce que je vais avoir du mal à expliquer aux collaborateurs sur quoi je l'attends. En tout cas, donc je pense que cette objectivité, elle passe en effet par une vision aussi plus claire des attentes et puis par des basiques managériaux qu'il faut accompagner. En effet. Donc, plus d'objectivité, premier point. Deuxième point attendu, plus de suivi. Plus de suivi. Je pense qu'on en a parlé un petit peu au début en disant que l'entretien annuel, c'était une base, un fondamental, indispensable, mais pas que. Et là, c'est ce qu'on observe. Les collaborateurs,
parlent même, donc il y en a même un tiers qui parle même de remplacer l'entretien annuel par des échanges plus réguliers. Donc, je pense que c'est assez frappant de constater que ces entretiens, a priori, sont appréciés parce que, comme disait Étienne tout à l'heure, on sort la tête du quotidien et on prend un vrai temps précieux pour être accompagné. Mais forcément, quand il y a la moitié qui disent que ces entretiens ne sont pas suivis d'actions concrètes, c'est hyper frustrant parce qu'on passe du temps à le préparer, on passe du temps à le faire, on passe du temps à réfléchir à des bonnes idées pour se développer. Et en fait, ce n'est pas mis en place derrière. Donc ça, c'est sûr que c'est un point qui est essentiel. Quelquefois, on est juste content de l'avoir fait et on passe à autre chose. Mais vraiment, pour moi, c'est la pire erreur. L'idée, c'est vraiment de se dire tous les points qu'on a évoqués, quel est le plan de suivi pour chacun des points pour s'assurer qu'il y a un plan d'action concret pour accompagner ses collaborateurs. Ouais, puis un vrai enjeu comme tu dis, de pilotage de la donnée. On a tous connu des périodes d'entretien. Pour ceux qui les font encore en papier, je leur souhaite encore beaucoup de courage parce que derrière, en fait, c'est pas exploitable. Et l'enjeu de comment on va… En fait, souvent, il n'y a pas de suivi. Pourquoi il n'y a pas de suivi dans les organisations? Soit parce que derrière, on sait pas synthétiser les données parce qu'elles sont dans des systèmes papier qui font que c'est pas exploitable, hormis se palucher tous les entretiens annuels et faire des jolis fichiers Excel derrière. Soit il n'y a pas une vision claire de qui doit faire un retour, en fait. Et parfois, on a tendance alors parce que les équipes RH peut-être l'accompagnent pas assez ou l'expliquent pas assez, mais à attendre que l'équipe RH revienne vers chaque collaborateur. Alors qu'en fait, maintenant, en tant que manager, mon collaborateur m'a exprimé un besoin de formation. Est-ce que déjà je suis d'accord ou pas d'accord? Est-ce que dans mon arbitrage avec les équipes RH budgétairement passant, je vais pouvoir prioriser? Si je peux pas le faire et que c'est pas possible, c'est à moi, manager, de revenir vers mon collaborateur pour lui expliquer. Et souvent, c'est là où je trouve que la déperdition se fait, c'est que on a complété le fichier. Moi, manager, j'ai envoyé à l'équipe RH, j'ai fait mon job. L'équipe RH a traité, fait le retour au manager. Et puis, en fait, personne fait le retour au collaborateur. Et donc, le collaborateur a le sentiment, en fait, d'être d'avoir disparu du processus sur le sujet. Et donc, à mon sens, l'enjeu, il est là, c'est de réussir à bien se coordonner. Donc, qui fait quoi, comment on fait les retours, et puis aussi comment on pilote, en tout cas, ces données. Parce que du papier, ça va sur 10 collaborateurs, mais quand on commence à arriver à 100, 150, 200 collaborateurs, ça devient plus compliqué à piloter de cette façon. Oui, c'est évident. Hein. Je pense que là-dessus, c'est comment est-ce que le manager et le RH travaillent main dans la main. Et puis, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à responsabiliser le collaborateur sur son propre parcours et comment est-ce qu'il va réussir à garder un peu la main, lui aussi, sur son plan de développement et sur ce qu'il a envie de mettre en place. Et en tout cas, comment il peut contribuer à relancer aussi son manager si besoin est. Le manager n'est pas surpuissant ou surpuissante. Donc, parfois, c'est bien aussi. C'est un travail d'équipe, en fait. Moi, j'aime bien dire ça. Je trouve qu'il y a vraiment il y a de la co-responsabilité dans ce projet-là. Et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner derrière ou pas. Mais en tout cas, c'est important de dire, et je te rejoins, Étienne, c'est important de dire aussi quand finalement, on n'ira pas plus loin que ce dont on a parlé dans l'entretien annuel. En fait, telle action de formation, c'est pas possible pour telle raison. Tel projet qu'on avait identifié, en fait, il est reporté à dans 6 mois, donc ce ne sera pas maintenant. Et effectivement, ces éléments-là de suivi sont aussi essentiels. Et ça me fait faire le lien avec la troisième attente en fait, des collaborateurs. Hein, ce qu'on a dit, c'était plus d'objectivité, plus de suivi. Et finalement, une attente extrêmement forte, c'est plus de développement et de formation. On pourrait résumer ça dans plus de parcours de carrière personnalisé, puisque dans une autre étude, LinkedIn Learning, on voit que 94% des collaborateurs resteraient plus longtemps dans leur entreprise si elles investissaient dans leur carrière. Et ça, c'est aussi de la donnée que l'on a sur la base de travail des entretiens annuels. On challenge en tant qu'RH les raisons des départs des collaborateurs. Et dans le top 3 des raisons, souvent à côté de j'ai un problème avec mon manager et il y a un sujet de rémunération. Le premier sujet, quand même, souvent, c'est parce que souvent la conséquence, ça va être la rémunération, mais le premier sujet, c'est j'ai pas obtenu l'opportunité ou j'ai pas d'opportunité, j'ai pas de perspective, on m'accompagne pas dans mon développement. Et c'est souvent ça qui fait passer à l'action les collaborateurs, d'aller trouver peut-être une autre aventure effectivement à l'extérieur. Donc ça veut bien dire que ces entretiens, ils ont vraiment une vertu
aussi au quotidien, si on les comprend bien, si on est à la bonne lecture de ce qu'attendent les collaborateurs, on arrive à retenir ces talents et à les accompagner dans leur parcours de carrière. Donc, des entretiens où on demande plus d'objectivité. Donc, c'est comment j'ai bien fixé le cadre et comment est-ce que je suis aussi le pilotage de ce cadre. Comment est-ce que je suis effectivement et je pilote mon activité. Et puis, comment est-ce que je contribue à développer et accompagner mes collaborateurs. Je pense que c'est vraiment les 3 points clés qu'on doit retenir aujourd'hui de ce que veulent nos équipes. Et peut-être qu'il y a un élément central dans tout ça, c'est finalement, j'ai envie de dire la communication, qui est quand même le fil conducteur de tous ces moments, de tous ces échanges. C'est comment est-ce qu'on arrive à maintenir le cap de la conversation avec ces équipes, quels que soient les rituels, peu importe comment ils s'appellent en fait. Le tout, c'est de pouvoir communiquer et échanger le plus possible avec ces équipes dans une logique de développement continu et d'amélioration continue. Voilà sur les éléments clés qu'on voulait partager avec vous. Et puis peut-être un dernier élément avant de passer aux questions-réponses. Alors là aussi, on a un peu distillé tout au long de l'échange, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait suite à cet entretien? On va un peu plus loin que la question de départ, mais qu'est-ce qu'on en fait après de ces entretiens pour s'assurer de bien nourrir les collaborateurs? Et finalement, on s'est dit, on va remettre ici les bonnes pratiques pour bien comprendre les collaborateurs dans les entretiens. Avant, pendant, après, qui veut commenter? Clotilde, peut-être tu veux démarrer et puis Étienne complétera aussi là-dessus. Oui, avec plaisir. Mais du coup, sur l'avant, donc on disait quelquefois juste le but final quand on est la tête dans le guidon, c'est de faire l'entretien. Mais là, le risque est trop grand pour que ce soit un entretien réussi. Donc, il y a un enjeu en amont de bien communiquer, de former les managers, c'est ce qu'on se disait, à faire des objectifs, à donner du feedback, à comprendre l'intérêt de ces entretiens et comment les mener. On a aussi un enjeu d'accompagner les collaborateurs, parce que quelquefois, ce n'est pas évident pour les collaborateurs de délivrer ces messages et de faire du feedback à son manager. Donc, nous, ce qu'on fait chez Talent, c'est d'avoir un peu un principe de porte ouverte à ce moment-là en amont, pour si jamais ils ont des messages à faire passer, qu'ils ont envie de les retravailler, on est à leur dispo. Et s'assurer de l'alignement. Donc, ça, c'est un point qui est essentiel. Je pense qu'on l'a répété plusieurs fois, mais de bien se recadrer sur quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on veut en faire, avec quoi on veut en ressortir, qu'est-ce qui va se passer après. Mais en tout cas, toute cette partie en amont et l'importance de la préparation et de prendre le temps de le préparer, ça prend du temps, sur ces entretiens. Je peux vous laisser la main si vous voulez pour le pendant, s'il y a quelqu'un qui va rajouter de l'avant. Ouais, non, sur l'avant, ce qu'on faisait notamment chez Weekend, on avait en effet des sessions de formation pour tous les managers, déjà, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais on avait aussi des sessions de webinaires, en tout cas de moments pour les collaborateurs qui se posaient des questions dans la préparation. Parce que souvent, on accompagne les managers, mais parfois un peu moins les collaborateurs. Les collaborateurs, on leur remet un guide, on leur remet, mais ils sont finalement plus autonomes. Donc, je trouve que avoir des moments de préparation aussi pour les collaborateurs dans lesquels on les accompagne, je trouve ça en tout cas intéressant. Et puis, l'enjeu de l'alignement managérial, c'est-à-dire comment, en tant que nos organisations, les gens sont amenés à travailler de plus en plus en transversal. Les collaborateurs ont parfois le sentiment que le manager n'a pas une vision complète de ce qu'ils font parce qu'ils travaillent avec un tel dans un autre service et mon manager ne le voit pas. Donc, c'est comment le manager il intègre ça aussi pour avoir une vision partagée qui intègre tous les acteurs qui sont en contact avec le collaborateur pour porter le juste regard sur le sujet. En tout cas, je trouve que c'est un point de préparation important. Ouais. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Pendant, alors, quoi de bonne pratique? On est ce qu'on disait tout à l'heure, mais sur des éléments de communication. Donc en effet, l'enjeu dans un entretien annuel, c'est potentiellement que le manager parle un peu moins et beaucoup moins que le collaborateur, parce que c'est aussi le moment où le collaborateur doit pouvoir s'exprimer. Alors, bien sûr que le manager est là pour faire des feedbacks et repartager des éléments, mais normalement, il n'y a aucun feedback que le collaborateur va découvrir. Donc l'enjeu, c'est surtout à mon sens, d'être vraiment dans cette démarche d'écoute active et d'amener le collaborateur aussi à pouvoir s'exprimer sur ses projets, sur ses envies. Et puis, il y a un point du pendant qu'on n'a pas évoqué souvent dans les attentes des collaborateurs. Il y a parfois une attente de cet entretien annuel pour parler rémunération. Et donc, fameux quid de la rémunération. Pendant longtemps, moi j'étais à dire l'entretien annuel, c'est pas le moment pour ça, on parle pas de rémunération. Après, si votre collaborateur amène le sujet de la rémunération, en fait,
il y a d'autres moments potentiellement pour ça, en fonction de votre culture d'organisation. Après, il ne s'agit pas de balayer le sujet en disant en fait, ce n'est pas le moment, on se reverra. Voilà, on peut aussi apporter quelques éléments de réponse. Par contre, l'entretien est vraiment centré, à mon sens, sur le développement du collaborateur. Et par contre, ça nécessite d'avoir derrière un processus sur les sujets de rémunération qui soit clair, qui fait que je sais quand le sujet est évoqué, je sais quand je vais pouvoir exprimer les demandes, je sais quand j'aurai un retour sur le sujet, parce que souvent, ça crée cette zone de flou. Et ça fait que cet entretien, personne n'est à l'aise parce qu'on sait qu'on va parler de salaire, mais on ne veut pas vraiment en parler, c'est pas le moment, mais on ne sait pas quand on doit en parler. Donc je pense que pendant le pendant, il y a aussi le fait d'avoir posé avant finalement une vision claire de quoi on parle dans l'entretien et c'est quoi l'objectif. Je ne sais pas si vous partagez. Ouais, c'est un bon point. Je voulais soumettre ce débat aussi dans le fil de la discussion. Moi, je partage aussi. Alors, j'ai testé les 2 écoles dans plein d'organisations et d'environnements différents. Je pense que c'est effectivement très lié aussi à la culture d'entreprise et à la façon dont on pilote la performance dans les entreprises. Donc, ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Maintenant, je reste assez convaincue aussi, comme tu dis, Étienne, que l'entretien annuel, il est là pour faire le bilan et il est là dans une logique de développement. Et chez Adflex, on a fait le choix cette année de scinder les 2 éléments, les 2 entretiens et d'avoir vraiment un entretien annuel de développement et un entretien de rémunération. Les 2 sont connectés et en fait, on a expliqué le processus et aux managers et aux collaborateurs en disant l'entretien annuel, c'est un entretien de développement parce que effectivement, sinon, l'objectif, c'est que, souvent, ce qui se passe, c'est que le collaborateur prépare son argumentaire pour évidemment obtenir la meilleure augmentation possible, ce qui est tout à fait légitime, hein, je ne remets pas en cause, c'est juste que c'est naturel, c'est humain comme processus. Et donc, le fait de dire cet entretien-là, il est centré sur votre développement, ça permet vraiment de remettre les choses à leur bonne place et de dire, si vous avez une attente, s'il y a une demande de rémunération, il y a un entretien de rémunération qui est prévu pour ça, dans lequel vous échangerez vraiment à proprement parler sur vos souhaits, votre volonté, quels sont les guidelines aujourd'hui chez Adflex. Et donc, nous, on fonctionne comme ça. Par contre, on le fait dans un espace-temps très court où vraiment, c'est assez consécutif. C'est-à-dire qu'on fait les entretiens annuels au mois de février et au mois de mars, on valide les éléments de rémunération pour qu'à fin mars, il y ait potentiellement des augmentations individuelles qui s'opèrent à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, en termes de processus, en tout cas, tout ça est vraiment ficelé et pour que ça soit le plus lisible possible pour les équipes. On a encore beaucoup de progrès à faire sur ces sujets-là et sur la communication. Mais c'est vrai que c'est un débat, en tout cas, à chaque fois, ce sujet de est-ce qu'on parle rémunération dans l'entretien développement, entretien annuel. Donc voilà, on vient compléter aussi là-dessus. Clotilde, tu peux peut-être nous partager les bonnes pratiques que vous avez aussi chez Talent sur le sujet parce qu'on sait que c'est souvent un point qui questionne les équipes RH. Oui, clairement, je pense qu'on a les mêmes sujets. On est encore en réflexion sur comment est-ce qu'on va finir par le faire, mais il y a eu une époque où on faisait les entretiens de rémunération avant ces points-là, parce que du coup, tout était très objectif. Donc, en fait, on savait ce qui était attendu et en fait, il n'y avait pas tellement de… Enfin, il n'y avait pas de débat. En fait, c'est pas qu'il n'y avait pas tellement, c'est qu'il n'y en avait pas. Et pour justement focaliser l'entretien annuel sur le développement, parce que pour nous, c'est ça qui nous paraissait essentiel, en tout cas quand on le faisait comme ça. Là, aujourd'hui, comme on est une plus grosse structure, on est en train de revoir comment on peut le faire, parce que du coup, on a fusionné avec d'autres produits. Mais j'aime bien aussi l'idée de le faire en amont, avec des critères qui sont très clairs. Et comme ça, on fait un vrai focus sur l'entretien annuel, sur le développement et sur l'après. Et en effet, on parle vraiment de développement et chaque collaborateur se met dans une posture humble et pas dans une posture de négociation en disant non, je ne suis pas d'accord sur ce plan de développement pour telle et telle raison, parce qu'en fait, derrière, il y a l'enjeu de la rémunération. Et encore une fois, voilà, c'est humain sur le sujet, mais si on veut être vraiment dans cette dynamique-là et d'accompagner les collaborateurs, encore une fois, quand on regarde les raisons des départs, vous questionnez vos collaborateurs. Le premier truc qu'il va vous dire souvent, c'est je pars parce que j'ai une meilleure rémunération, mais quand vous creusez, finalement, ce n'est pas ça le point de départ. Moi, j'ai envie de dire heureusement, en fait, qu'un collaborateur qui part va avoir une meilleure rémunération. Enfin, sinon, j'ai envie de dire, OK, pour la perspective, certes, mais je lui souhaite, je leur souhaite en tout cas, mais on se rend bien compte que ce n'est pas le point de départ au démarrage sur le sujet. Donc ça, c'est effectivement le pendant, on en a parlé. Et puis après, finalement, peut-être, et je vous compléterai aussi,
on en a beaucoup parlé, hein, mais le suivi, voilà, comment est-ce qu'on fait vivre en fait cet entretien, cet échange? Je pense que c'est un élément clé. Comment est-ce qu'on arrive à récolter des feedbacks de façon régulière et permanente, prévoir activement des points de mentorat, ça peut être en interne, en externe, et puis bien sûr mettre en place aussi les rituels du cycle de développement RH slash du management de la performance. Pour moi, ça va un peu avec, c'est de se dire, voilà, est-ce que effectivement, il y a l'entretien annuel, est-ce qu'il y a l'entretien de rémunération? En tout cas, nous, c'est le cycle aujourd'hui que l'on a, hein, entretien annuel, entretien de rémunération, entretien de mi-année, people review qui va s'opérer avec les managers. Donc, tous ces éléments-là, tous ces dispositifs, tous ces rituels permettent, je crois, justement de faire vivre le développement des compétences des collaborateurs au quotidien et tout au long de l'année parce que, comme le disait Clotilde tout à l'heure, en un an, il se passe tellement de choses qu'on n'a pas le choix, en fait. Sinon, on n'est plus dans de la personnalisation, on est vraiment dans quelque chose d'un peu trop stoïque et qui n'est pas le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que c'est un élément fondamental sur le sujet. Peut-être vous avez des éléments à compléter sur le après. Non, je vois deux questions en même temps qui arrivent. Une question justement sur ce que tu évoquais, sur avoir un rituel du cycle de développement RH, peut-être ce qu'on entend par rituel dans le cycle de développement RH, c'est une question. Puis il y avait une autre question sur quelle est la durée, d'après nous, d'un entretien annuel. Ah, on va prendre effectivement les questions juste après. En tout cas, la bonne durée de l'entretien annuel, ça, c'est aussi une question souvent que nous posent les managers et on va peut-être donner nos avis là-dessus. Alors, combien doit durer l'entretien annuel? Clotilde, chez vous, est-ce que vous avez défini une durée? Ouais, chez nous, pour le coup, j'ai vu max 1 heure, mais pour nous, 1 heure, c'est la norme. Et quelquefois, ça dépasse. Moi, ce que j'aime beaucoup recommander, si c'est possible, évidemment, à nos managers, c'est de ne pas le faire dans les bureaux et plutôt d'aller dans un endroit ailleurs parce que je trouve que ça ouvre l'esprit. Et en fait, on se dit pas la même chose dans une salle de réunion dans laquelle on va tout le temps pour des sujets opérationnels et quand on va en dehors des locaux. Donc, si c'est possible, j'aime bien recommander ça. Mais pour le coup, nous, 1 heure, c'est la norme. Et quelquefois, ça dépasse d'ailleurs. Ouais. Pour moi, je trouve que sur les métiers de siège, de service et autres, 1 heure, c'est le minimum, je trouve, parce qu'on a besoin de prendre le temps d'avoir ce bon recul. Sur des métiers, je prends mon exemple de chez WeCare où j'étais avant, sur des métiers d'assistant ménager et autres, 30-45 minutes, parfois c'est suffisant parce que c'est des exercices qui sont pas évidents pour les collaborateurs qui ont moins ces habitudes de rituel, en tout cas, sur le sujet, ou peut-être aussi des attentes de projection un peu différentes. Au-delà d'1 heure et demie, à mon sens, quand on arrive à 1 heure et demie, en fait, il faut repositionner l'entretien. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où il y a peut-être une situation de blocage, de difficulté, qui mérite de faire une pause, quitte à reprendre après dans la même journée ou à refixer derrière. Mais au-delà d'1 heure et demie, souvent, c'est qu'il est bon peut-être de repositionner l'entretien pour le continuer à un autre moment, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de choses à creuser, à évoquer, à développer, qui méritent en tout cas de s'y remettre à un autre moment plus propice peut-être au sujet. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Nous aussi, hein, la règle, en tout cas, l'orientation qu'on donne, c'est 1 heure, 1 heure 30. Effectivement, parce qu'au-delà, on est moins attentif aussi, on est moins disponible. Hein. L'écoute active, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Donc voilà, on essaye de donner ce cadre de référence. Quand tout est bien préparé et qu'effectivement, il y a eu les différents rituels tout au long de l'année, logiquement, on doit passer surtout beaucoup de temps sur le développement. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Est-ce qu'on a une autre question? Je crois qu'il y a eu des questions là qui arrivaient. Peut-être Manon, est-ce que tu nous affiches une question? Ah, c'est une bonne question ça. Comment accompagner un collaborateur qui n'a pas de demande précise lors de son entretien? Très bonne question, Charlotte. Merci pour cette question. Qui veut prendre la main? Je peux démarrer, comme tu veux, Clotilde. Pour moi, il n'y a pas de. Déjà, c'est pas grave de ne pas avoir de demande précise en entretien. Donc ça, c'est le premier point. L'enjeu d'entretien, c'est aussi de faire le point sur son job et sur son métier. Donc si j'ai pas de demande, en tout cas précise, néanmoins, ce qui est important pour moi dans l'entretien annuel, c'est quand même de se poser la question de comment je continue de progresser dans mon job, d'apprendre dans mon job. Donc j'ai peut-être pas de demande précise, mais moi, en tant que manager, comment je viens aussi challenger mon collaborateur dans son développement, en fait. C'est pour moi toute la logique aussi de ce que je mets derrière l'exigence professionnelle, qui est le fait d'aider chacun à progresser, en tout cas pour continuer de se développer. Comment on met chacun,
quand on cesse d'apprendre, on arrête de fabriquer des neurones. C'est scientifique, en tout cas, sur voilà. Donc, la capacité d'être en permanence dans l'apprentissage, elle permet aussi simplement, d'un point de vue humain, de créer des neurones dont on a besoin tous. Donc, en fait, le collaborateur n'a peut-être pas de demande, néanmoins, on a besoin de maintenir cette dynamique d'apprentissage permanente. Et donc, c'est comment on vient, en tout cas, si le collaborateur n'a pas de demande, c'est comment on l'amène à se mettre en responsabilité, aussi en action dans son développement à lui. On n'est pas, enfin, tu le disais tout à l'heure un peu, Carole, on n'est pas là pour prendre tout le monde par la main, on est là pour les accompagner, mais il faut que chacun soit aussi acteur sur le sujet. Et donc, pour moi, un collaborateur qui n'a pas de demande précise, c'est comment moi, en tant que manager, je viens le questionner, je viens l'aider à se poser des questions, en tout cas à se projeter dans son développement néanmoins, et dans comment, même s'il n'a pas envie enfin, 80% des gens ont envie de continuer à faire leur job, et heureusement, et tant mieux. Si tout le monde voulait bouger en permanence, les organisations seraient très compliquées. Par contre, si j'ai pas de demande spécifique de trajectoire, c'est néanmoins comment je continue de me développer et d'apprendre dans mon job. Donc, c'est plutôt ça, moi, que j'aurais envie de questionner si j'étais face à un collaborateur qui n'a pas de demande. Et moi, je compléterais sur, finalement, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que, justement, le collaborateur continue de se sentir bien dans son job. Parce qu'il y a effectivement le fait d'apprendre, c'est une chose, mais c'est aussi, voilà. Et moi, c'est souvent une question que j'ai posée avec des collaborateurs qui m'ont dit, mais moi, en fait, ce job-là me va très bien, voilà, les process évoluent, etc. Mais moi, je suis bien dans ce job. OK, mais en fait, comment est-ce que je m'assure que tu vas continuer d'être bien dans ce job ? Et du coup, comment je peux t'aider, en fait, là-dedans ? Et donc ça, je trouve que c'est aussi une question intéressante à apporter. Et puis, peut-être que le collaborateur vous dira, mais écoutez, moi, en fait, juste le fonctionnement qu'on a aujourd'hui me va bien, ma place dans l'équipe me va bien, et tant mieux. Et effectivement, il faudra être vigilant à garder ce cadre parce que ce sera peut-être un cadre de sécurité pour le collaborateur. Donc voilà, je pense que c'est aussi un élément important. Je ne sais pas si, Clotilde, toi, tu as un avis aussi sur le sujet. Non, je partage complètement ce que vous disiez. Je pense que quelquefois aussi, si le collaborateur n'a pas de demande dans son entretien, c'est qu'en fait, il a un dialogue qui est très ouvert avec son manager et avec ses RH, et en fait, il l'a posé tout au long de l'année. Donc, quelquefois, toutes les demandes ont déjà été traitées, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas une précise pour l'entretien. Mais voilà, pour ma petite pièce. Super, merci. On a encore le temps de prendre quelques questions. Alors, attention, la prochaine. Est-il possible d'avoir un rituel du cycle du développement RH ? Alors, Étienne, tu veux commenter sur cette partie ou... Ouais, si tu veux, enfin, le cycle de développement RH, c'est tout le cycle, enfin, c'est tout le processus qui va permettre d'accompagner le développement de vos collaborateurs. Donc, qui passe en effet, enfin, les rituels de ce cycle, c'est ce que Carole évoquait, c'est l'entretien annuel est un des rituels de ce cycle. L'entretien de rémunération en est un autre. Les people review, les revues collaborateurs dans lesquelles on va faire le point sur la performance de chacun, sur les potentiels, sur les plans de succession en est un. La formalisation de mon plan de développement des compétences, de formation, d'apprentissage va en être un autre rituel. Et donc, en fait, c'est tout ce cycle-là qui permet d'animer les étapes les unes après les autres pour avoir un processus de développement des compétences de chacun et donc de lien aussi avec la performance de l'organisation qui soit le plus efficient possible et le plus cohérent possible. Avec parfois des rituels et des cycles qui vont être différents en fonction des organisations. Est-ce que mes revues d'équipe sont après mes entretiens annuels ou avant mes entretiens annuels ? Est-ce que mon entretien de rémunération, il est avant l'entretien annuel ou après ? À quel moment je fais des comités de salaire pour venir valoriser cette performance ? À quel moment j'établis mon plan de formation ? En fait, il y a des grandes habitudes, mais je pense que si on prenait nos 3 organisations, on aurait des écarts à des endroits donnés parce que nos enjeux de performance, nos attentes, nos objectifs ne sont pas les mêmes. Partage. J'espère qu'on a répondu à la question. Ouais, je ne sais pas si j'étais assez clair ou pas. Mais... Ouais, en tout cas, moi, le cycle, effectivement, on est à peu près calé sur ce cycle-là avec les différentes étapes et notamment le plan de développement des compétences aussi. Une autre question peut-être. Accompagnement des managers sur ces sujets. Comment faire formation, temps dédié, un travail sur le long terme. Alors, c'est une évidence, Charlotte. C'est un travail de longue haleine, la formation des managers et l'accompagnement des managers. Clotilde, qu'est-ce que vous faites, vous, sur le sujet de l'accompagnement des managers ? Ouais, alors du coup, il y a beaucoup de communication. Ça, on en a parlé plusieurs fois sur quel est l'intérêt. Après, nous, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est que comme on vend un outil pour accompagner les entreprises dans ce genre de rituel, on a des populations qui sont déjà sensibilisées.
Donc ça, je plaide coupable d'avoir un avantage là-dessus. Mais en effet, formation, on a fait beaucoup de formations, même aussi, je crois que c'est Carole, tu dis ça tout à l'heure, où quelquefois les managers disent c'est bon, je sais faire. Mais en fait, on peut toujours aller un cran plus loin de comment je développe encore plus mon écoute active, comment je mets en place des techniques de coaching pour créer de la synchronisation avec mon collaborateur et du coup vraiment créer un environnement de confiance. Donc, c'est vraiment des formations sur le long terme, comme vous disait Charlotte. Et après, donc, des temps dédiés, en effet, on a, je crois que Étienne disait des webinaires avec les collaborateurs, mais on en fait aussi avec les managers sur ce sujet-là. Et après, je vois qu'en fait, c'est pas une question qui est uniquement liée aux entretiens annuels, mais donc c'est vrai qu'en effet, c'est des sujets de tout instant. Et nous, on a aussi défini du coup des principes de leadership qu'on voulait voir vivre chez Talent. Et du coup, c'est au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire dans chaque rituel, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire avec mes équipes, qu'est-ce que ça veut dire en tant que direction, comment on partage l'information, etc. Donc, c'est assez large comme réponse, mais voilà des premiers éléments. Ouais. Peut-être pour compléter là-dessus, alors nous aussi, on a défini en fait le cadre managérial chez Headflex. Finalement, quels sont les attendus du manager Headflex et quel que soit en fait notre niveau de maturité managériale. Alors, on n'a pas les mêmes attendus, mais par contre, on est attendu sur les 5 mêmes compétences. Donc, on a un cadre de référence déjà qui est le même. Donc, ça, c'est un premier point. Et en fait, ce cadre-là, il contribue à accompagner les managers déjà, puisqu'ils savent du coup sur quoi on les attend. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, il y a la formation. Alors, la formation, ça peut passer par différents biais. Nous, on a effectivement, comme Clotilde, on a Headflex, on a notre plateforme académie, notre portail qui permet aux collaborateurs de se former et aux managers de se former sur les différentes techniques et pratiques managériales. À ça, on va ajouter de temps en temps des formations en présentiel, en complément, voilà, qui peuvent venir accompagner là aussi le manager. Après, nous, ce qu'on a mis à dispo, en fait, on a un Notion dédié pour les managers sur toutes les questions de la vie, de l'expérience collaborateur. Donc déjà, pourquoi rejoindre Headflex? Pour que les managers sachent comment bien vendre Headflex. Sur l'onboarding, comment est-ce que je réalise un onboarding de qualité, comment est-ce que je recrute déjà avant, comment est-ce que je réalise un onboarding de qualité, comment je fidélise mes équipes, comment je manage la performance chez Headflex, comment je donne du feedback. Donc, on a vraiment tout ça est écrit. Alors après, vous allez me dire, il faut qu'ils le lisent. Oui, c'est vrai, c'est un élément, mais en tout cas, on a une base en fait de référence, un socle commun. Et ensuite, on échange sur ces moments-là autour des cafés managers qu'on fait une fois par mois. Voilà, où on échange pour celles et ceux qui sont dispo. J'ai eu une problématique un peu, pas facile. Comment je l'ai gérée, qu'est-ce qui va être important. Donc, on a ce temps-là qui contribue au-delà des instances un peu plus officielles, si je peux dire, où on va partager plutôt entre managers, mais ça contribue. Et puis, dans d'autres vies, j'ai aussi eu cette notion vraiment de rituel. Là aussi, je pense qu'avec les managers, il y a une notion de rituel qui est importante pour parler management. Et dans une autre vie, j'ai aussi j'animais des webinaires tous les mois pour les managers sur des sujets du quotidien. Gérer les absences de mon équipe, comment est-ce que je dois prioriser? Parce que quand vous avez 2500 collaborateurs dans une organisation, il faut faire en sorte que tout ça s'organise bien. Comment est-ce que je mets du collaboratif dans mon management? Donc, vraiment des thématiques opérationnelles aussi pour les managers sur comprendre la politique de rémunération, vraiment tous ces sujets-là qui sont des sujets parfois sur lesquels les managers savent, mais parfois, c'est bien de faire quelques petits rappels. Donc, voilà, moi, je crois beaucoup dans la force du rituel et dans la force de la continuité. Voilà, donc toutes les petites actions qui vont permettre d'accompagner les managers au quotidien sur l'ensemble de ces sujets et du coup de les développer dans leur rôle de manager sont des actions importantes. Voilà, je ne sais pas si Étienne, tu veux compléter en tout cas. Et si non, vous avez été assez précis toutes les deux, mais je pense qu'en effet, c'est comment les accompagner, c'est co-construire avec eux et puis les former, plus tous les éléments que tu viens d'évoquer, qui sont pour moi fondamentaux. Et je pense qu'il y a un dernier point, moi, qui marche beaucoup, c'est parce que du coup, on a toujours tendance à parler de formation où c'est les RH qui délivrent des formations auprès des managers, mais on se rend compte quelquefois quand il y a un manager qui fait bien quelque chose, ça a énormément de valeur qu'il le partage lui-même ou elle-même aux autres managers, parce que c'est une autre façon de présenter les choses et quelquefois, ça intègre beaucoup plus et les messages passent beaucoup plus vite quand c'est délivré par des managers. Valoriser les succès, ça a en effet beaucoup plus de poids et beaucoup plus d'impact.
succès ou difficulté, mais en tout cas que c'est partagé par des managers de comment ils l'ont vécu et comment ça s'est passé pour eux. Ouais. Le partage entre pairs, voilà, c'est pour ça que nous on fait les cafés managers, parce que voilà, c'est aussi des éléments qui contribuent. Est-ce qu'on a une petite dernière question avant de finir? Oui. Alors, est-il utile d'avoir un outil de gestion de la performance et est-ce que les petites entreprises peuvent en bénéficier? Oui. Pour avoir vécu des fichiers Excel dans tous les sens, j'ai envie de dire oui sur mon regard d'ancien opérationnel. C'est que, voilà, en effet, pour pouvoir bien piloter, bien suivre et puis finalement répondre aux attentes des collaborateurs qui étaient évoquées avant sur l'absence de suivi, il faut parfois savoir investir dans des outils parce que c'est ce qui permet aussi de pouvoir mieux piloter les choses, d'assurer les bons workflows, les bons feedbacks, enfin, voilà, d'avoir un processus qui soit aussi plus simplifié et plus agréable pour les collaborateurs. Donc, ça me semble en tout cas assez nécessaire dans de ma casquette d'ancien RH opérationnel, mais je ne sais pas si vous confirmez toutes les deux. Clotilde? Oui, moi, complètement. Pour le coup, moi, du coup, dans notre société, on a eu la chance de vendre un outil comme ça. Donc Javelot, on l'a utilisé même quand on était petit. Et honnêtement, pour avoir discuté avec des RH qui, du coup, faisaient 100, je me suis dit, mais j'ai toujours gagné un temps incroyable. Et surtout, on parlait que la plus grosse difficulté, bon, je pense qu'il y a tout un enjeu de relance, quelquefois, qui peut être agaçant quand on n'a pas d'outils, mais aussi pour tout l'après, parce qu'en fait, c'est ça qui apporte de la valeur, c'est aussi l'après. Avoir un outil, ça a une valeur incroyable pour gagner du temps et pour avoir un vrai impact sur l'après-entretien. Pas mieux. Voilà. Il faut avoir un outil. OK, l'outil n'est qu'un outil, mais l'outil permet quand même déjà d'écrire les choses aussi pour les collaborateurs et les managers. Et voilà, on a beau dire tout ce qu'on veut, l'écrit reste. Donc, c'est bien de l'avoir. Et effectivement, dans le pilotage RH, certes, mais managérial aussi. Et pour le collaborateur, pour piloter sa carrière, c'est hyper important. Donc, voilà, je peux que recommander de placer une petite ligne au budget pour l'année prochaine sur le sujet. Il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas s'il y avait une dernière question qu'on aurait ratée. Que pensez-vous de l'entretien en visio? Là aussi, débat sur le sujet. Alors, vous faites la moue. Ouais, vas-y Clotilde, si tu veux démarrer. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je pense que, en tout cas, après, il y a les enjeux en effet qui vont avec tous les enjeux de télétravail aujourd'hui et d'organisation du travail. Mais je pense que voilà, la dimension relationnelle, la dimension humaine, elle est importante dans ces moments-là aussi. Et que bien sûr, on peut faire un entretien en visio, comme on peut faire des échanges. À titre personnel, néanmoins, je trouve que les échanges en présentiel sur ce type de sujet, dans cette dimension humaine qui est nécessaire aussi à ce rapport manager-collaborateur, à cette écoute active, à cette empathie nécessaire aussi, à cette discussion. Le présentiel me semble plus propice et plus idéal sur le sujet. Alors après, bien sûr, on peut faire l'entretien en visio, mais ce n'est pas forcément ma préconisation sur ce type d'exercice et de rituel. Ouais. Clotilde? Ouais, complètement alignée. Je pense qu'il y a un enjeu de créer un environnement de confiance et un cadre de sécurité et aussi une connexion avec son collaborateur, enfin entre collaborateur et manager. Et je pense qu'elle se fait toujours mieux en physique. Après, évidemment, il y a parfois des contraintes et ça se fait aussi, on arrive à parler ensemble. Mais je pense que quand on est en visio, il faut être d'autant plus vigilant sur ce genre de choses et s'assurer qu'on est vraiment pleinement avec la personne. Parce que quelquefois, la notification est vite arrivée et puis on sort de l'exercice et ça n'a plus du tout le même impact. Donc pour moi, si on le fait en visio, parce qu'il y a des contraintes, ça peut arriver, il faut être d'autant plus vigilant sur quel est le cadre et qu'est-ce qu'on s'oblige à faire l'un et l'autre. Ouais. Là aussi, pas mieux. Je partage le même point de vue. Voilà, je pense qu'à un moment donné, l'humain reste au cœur de cette relation et de ce fonctionnement. Et je pense que il faut qu'on sache toutes et tous le cultiver au quotidien parce que ça constitue un des éléments clés et fondamentaux. On arrive au terme de ce webinaire sur l'entretien de performance et sur le fait de bien comprendre vos collaborateurs. Donc, je pense qu'on a donné un certain nombre d'éléments. On espère que ça vous a apporté des éléments de réponse, en tout cas des bonnes pratiques aussi, des tips à mettre en place dans vos organisations. Un grand merci à tous les deux, Clotilde et Étienne, de votre participation et de vos témoignages et de vos apports théoriques et pratiques sur le sujet.
C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis évidemment, vous qui nous écoutez, on reste à votre dispo si vous avez des questions, bien sûr, sur le sujet, que vous voulez compléter ou aller plus loin sur des réflexions. En tout cas, ce sera avec beaucoup de plaisir. Et puis, le webinaire sera disponible en replay. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir le partager aussi à vos pairs si nécessaire. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de rentrée du digital learning aussi avec les 2 webinaires de demain. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bonne journée à tous. Salut Étienne, salut Clotilde.